Bonjour Alain Bizot. Bonjour. Donc Alain Bizot, vous êtes ingénieur agronome, spécialiste de l'halieutique. Donc l'halieutique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la science de l'exploitation des ressources aquatiques. Depuis 30 ans, vous êtes à l'IFREMER, l'Institut français pour l'exploitation de la mer. Vous êtes basé à Lorient. Vous avez commis de nombreux rapports et expertises. Vous avez notamment été en 2010 rapporteur de la mission sur la pêche en eau profonde, un rapport commandé par le gouvernement et contesté par plusieurs ONG, nous y reviendrons. Donc on va se poser la question aujourd'hui, mangera-t-on du poisson dans 20 ans ? Différentes études d'organisation ont tiré la sonnette d'alarme en disant à force de pêcher plus petit, plus profond, et dans 20 ans, il n'y aura plus de poissons dans l'océan. Alors faut-il être si alarmiste ? Et que peut-on faire pour éviter d'en arriver là ? C'est un peu ce sur quoi on va plancher aujourd'hui. Mais donc avant, une première question et peut-être une première diapo avec un point sur la consommation de poissons dans le monde aujourd'hui. Alors la consommation de poissons, de produits aquatiques dans le monde, elle a considérablement augmenté. Elle était à peu près de 9 kg par habitant par an et par habitant dans les années 60. Elle est maintenant de 19 kg par an et par habitant au niveau mondial. Il faut savoir qu'en France, on est autour de 35 kg par an et par habitant, donc il y a quand même des grandes disparités au niveau mondial. Donc une augmentation croissante de la consommation par habitant et en même temps une croissance de la population mondiale. Donc il y a forcément une demande qui s'accroît au niveau des besoins en matière première de pêche ou d'aquaculture. Il faut savoir que les produits aquatiques apportent environ 17% des protéines au niveau mondial. Donc c'est quand même un secteur très important, avec en plus des aliments qui n'ont pas forcément de substitution, d'autres sources comme les oméga 3, on pourra y revenir. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, et c'est très important d'essayer de favoriser le développement à la fois de la pêche et de l'aquaculture. Enfin, en tout cas, d'avoir une pêche plus raisonnable, mais en même temps qui contribue de mieux en mieux, ou de plus en plus, à nourrir les populations. Pour continuer un petit peu sur la consommation, est-ce qu'on peut dire que demain, la pression sur la ressource, en tout cas, sur la ressource peut-être pas, mais la demande en poisson ne va cesser d'augmenter parce que c'est une protéine peut-être plus facilement accessible et qui a un bilan carbone moindre que la production de viande, par exemple? Oui, absolument, mais ça c'est une évidence, et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on fait de l'exploitation à pas faire n'importe quoi, comme on a pu le faire dans les années 70, 80, quand il y a eu pour certaines pêches des développements un peu inconsidérés. Il faut vraiment avoir une gestion raisonnée et faire de l'exploitation durable. C'est vraiment on est complètement dans le sujet du développement durable, avoir des considérations environnementales, mais en même temps économiques et sociales, dont l'alimentation est une part très importante. Alors pour répondre à cette demande, l'aquaculture a pris une part de plus en plus importante, c'est ça, ces dernières années? On voit sur le graphique que la pêche a beaucoup augmenté donc dans les années 60 jusqu'en les années 80, puis après c'est stabilisé autour de 90 millions de tonnes, 91 je crois, légèrement diminué ces dernières années, mais en tout cas il y a un plateau, et par contre la consommation humaine, l'augmentation elle est permise par l'augmentation de l'aquaculture, qui maintenant représente un peu plus de 40% des productions aquacoles mondiales. Donc il y a vraiment alors, ce n'est pas forcément une substitution, mais on en parlera tout à l'heure probablement, mais c'est vraiment quelque chose qui vient en plus, complémentaire de la pêche. Il y a quelques espèces qui sont à la fois pêchées et élevées. Comme quoi, par exemple? Comme le bar, la dorade, qu'on voit beaucoup dans les pays européens, en gros. Pour lesquels il y a à peu près 50% de la production qui vient de l'aquaculture et 50% qui vient de la pêche. Il y a des espèces qui sont essentiellement élevées, comme le saumon. Le saumon sauvage est quand même très rare, et la production de saumon d'élevage est très importante. Et puis, donc ça, c'est des poissons de mer, j'allais dire. Et puis, dans les poissons d'eau douce, c'est essentiellement, on voit la partie pêche des eaux continentales est très faible. Ce sont essentiellement des carpes et des tilapias qui sont élevés. Des poissons herbivores. L'un ne peut pas remplacer l'autre? L'un ne peut pas remplacer l'autre, non. Je pense que c'était... alors peut-être qu'il y a eu quelques discours un peu utopistes dans les années 60, où on pensait qu'on allait pouvoir complètement se passer de la pêche et tout faire en aquaculture. Je pense que, on y reviendra probablement, mais
il y a des espèces qui ne se prêtent pas du tout à l'élevage. Il y a des milieux qui, enfin, en tout cas, il y a aussi des limitations sur les capacités du milieu à accueillir des élevages. C'est des contraintes qui sont fortes. Donc, il n'y aura pas de substitution totale de la pêche. Et on voit que si on supprime la pêche, l'aquaculture n'arrivera pas à nourrir tout. Donc, il y a forcément un équilibre à trouver dans tout ça. Quelles espèces sont impossibles à élever ? Et pourquoi ? C'est difficile à dire parce qu'on a fait beaucoup de progrès. Il y a quelques années, je vous aurais dit le cabillaud, c'est pas possible de l'élever, le thon rouge, c'est pas possible. On est en train d'apprendre à le faire. Donc, peut-être que dans 20 ans, on pourra élever beaucoup plus de poissons. Mais voilà, par exemple, une espèce comme la langoustine, qui est une espèce relativement, peut-être un peu confidentielle à Paris, mais très prisée sur la côte, en tout cas en Bretagne. Une langoustine, c'est un petit crustacé, et elle vit dans des terriers au fond de la mer, donc à part 100 mètres de fond. Et là, reproduire ces conditions d'élevage, c'est pas possible. Des poissons qui vivent en pleine eau, on peut faire des cages, et voilà. Donc il y a des contraintes liées à la biologie de l'espèce que l'on pourra pas, que l'on pourra probablement pas remédier, au moins dans un avenir proche, quoi. Donc on voit sur votre schéma que presque un tiers des espèces sont en état de surexploitation. Alors déjà, est-ce que la situation va mieux par rapport à avant et quelles sont ces espèces surexploitées et pourquoi ? Alors le camembert qui est en haut à gauche, là, c'est des informations qui viennent de la FAO, donc l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture. Donc c'est un bilan mondial avec qui rassemble toutes les connaissances disponibles. Et déjà, ce graphique-là, il peut être interprété de différentes façons. Alors, on voit effectivement 29%, enfin un peu moins d'un tiers d'espèces surexploitées. Il faut d'abord savoir ce que c'est que surexploité. Surexploité, ça ne veut pas dire que ces espèces sont en voie de disparition ou en voie d'extinction, comme on peut l'entendre parfois. Ce sont des espèces qui sont exploitées au-delà de ce qui pourrait donner au maximum. Donc il y a une espèce plutôt mauvaise exploitation voilà, c'est un terme qui est un peu difficile à appréhender. Donc ce n'est pas forcément une situation catastrophique, mais ce n'est pas optimal. Alors il peut là-dedans y avoir des espèces qui sont dans des situations pas très bonnes. Les sous-exploités, ça veut dire qu'on pourrait pêcher davantage sans remettre en cause le renouvellement des ressources. Et bien exploité, ça veut dire qu'on est exactement en bon équilibre entre exploitation et renouvellement des ressources. Certains esprits un peu chagrins voudraient que tous les stocks soient sous-exploités. Donc à ce moment-là, l'affichage qu'ils font, c'est presque 80%, 90% d'espèces qui sont mal exploitées ou surexploitées. Donc on est déjà dans un discours un peu plus alarmiste qui rejoint l'introduction que vous avez faite. Mais en tout cas, ce n'est pas le diagnostic tel que les scientifiques le font et tel que nous, on le pratique. Alors l'évolution, donc ça c'était au niveau mondial. Je vous ai fait un petit graphique en dessous au niveau communautaire, donc c'est l'Atlantique Nord-Est, au niveau de l'Union européenne. Et on voit que, alors, le nombre de stocks alors le stock c'est population de poissons, espèces de poissons dans un endroit donné. Le nombre de populations surexploitées a considérablement diminué depuis le début des années 2000. On était à peu près 95% d'espèces de stock ou des populations surexploitées au début des années 2000. On est maintenant à un peu moins de la moitié. Donc il y a quand même une évolution très, très favorable. Alors c'est toujours l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. On est à peu près un peu mieux de la moitié aujourd'hui d'espèces bien exploitées. C'est évidemment mieux que ce que ce n'était, ce n'est pas encore parfait, mais en tout cas la trajectoire, elle va plutôt dans le bon sens. Et ça, on y reviendra, mais je pense que c'est à la fois un travail des scientifiques qui ont fait des diagnostics plus précis, des meilleures recommandations, et puis aussi des gestionnaires qui ont pris des décisions parfois un peu difficiles, et puis des pêcheurs qui ont amélioré leur pratique. Tout ça, c'est un ensemble, et c'est cette ligne un peu vertueuse qu'il faut prolonger. Il n'y a pas de contestation majeure sur les diagnostics. Bon, à part peut-être une ou deux espèces, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais voilà, globalement, le diagnostic, il est fait à partir d'éléments scientifiques récoltés selon un protocole rigoureux et qui, a priori, ne porte pas,
il n'y a pas de polémique possible derrière ça. Souvent, on voit des recommandations, il faut arrêter de manger du cabillaud parce que l'espèce est surexploitée. Alors en fait, ce n'est pas l'espèce en elle-même, pour nous scientifiques, ça ne veut rien dire. Hein. Le cabillaud, dans l'Atlantique Nord-Est, on a 5 ou 6 populations différentes, 5 ou 6 stocks, donc ont des dynamiques différentes. Bon, il y a quelques petits échanges entre eux, mais ça reste comme si c'était dans 6 ou 7 bocaux un peu différents, avec des poissons qui vivent dedans, avec des situations qui sont très différentes. Il y a des petits stocks, par exemple au nord, à l'ouest de l'Écosse, qui sont complètement surexploités. Enfin, en tout cas, des quantités de poissons qui sont très faibles. On a eu une diminution très forte. Et puis, malheureusement, même si la pêche a beaucoup diminué dans cette zone-là, on n'arrive pas vraiment à remonter. Alors ça, c'est un vrai problème pour nous parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne remonte pas. Alors, il peut y avoir des interactions. C'était le même cas à Terre-Neuve, avec la crise du cabillaud, enfin la morue de Terre-Neuve, où on a arrêté de pêcher pendant 20 ans et les cabillauds n'est pas revenu. Il y a des bouleversements écologiques. Et on a compris à Terre-Neuve pourquoi ? Oui, on a fini par comprendre, parce que les bouleversements écologiques ont été tels qu'il faut beaucoup de temps pour retrouver un nouvel équilibre. À Terre-Neuve, c'est très simple. C'est pas si simple que ça, mais enfin, c'est relativement simple. Pour faire simple, il y a le cabillaud et le hareng. Le cabillaud mange des œufs et des larves de hareng, mais le gros hareng adulte mange aussi des œufs et des larves de cabillaud. Donc quand on a un peu décimé la population de cabillaud, les harengs ont pullulé, pour prendre un terme pas très scientifique, mais enfin, la population a beaucoup augmenté, et du coup, il y a eu une prédation très forte sur les quelques œufs et larves que les quelques cabillauds qui restaient arrivaient à produire. Donc voilà, même s'il y avait un peu de renouvellement, il était tout de suite annihilé par le hareng. Et puis, bon, ça c'est un sujet un peu polémique, il y a une explosion de la population de phoques aussi à Terre-Neuve. Hein. Ça, c'est depuis l'arrêt de la pêche, des campagnes de Brigitte Bardot et autres. De facto, la population de phoques a considérablement augmenté, et on considère qu'aujourd'hui, les phoques consomment autant de cabillaud que ne faisait la pêche dans les années 60-70. Donc c'est considérable. Et voilà, et donc là aussi, quand les quelques morues cabillaud, c'est la même chose, hein, je suis désolé, je vais utiliser les deux termes, les quelques cabillauds qui ont survécu au hareng sont mangés par les phoques, et du coup il en reste très peu pour la pêche. Alors, pour en venir à l'ouest de l'Écosse, on n'est pas tout à fait dans cette situation-là, enfin en tout cas on le connaît moins, il y a des phoques, c'est certain. Je ne suis pas sûr qu'ils soient les seuls responsables. Donc on continue à chercher. Bon, c'est un petit stock. Il y a le stock de la mer du Nord qui est un stock qui était quand même assez important. On pêchait jusqu'à plus de, pas moins de 100 000 tonnes ou 150 000 tonnes dans les années 60-70. On est tombé à un peu moins de 40 dans les années fin des années 90, début des années 2000. Donc vraiment des situations de surexploitation du coup. Bon, là aussi, il y a eu une surpêche, mais il y a aussi des considérations de réchauffement climatique, des diminutions du plancton qui nourrit ces cabillauds. La situation commence à revenir doucement. Et puis, il y a le stock de mer de Barents ou mer de Norvège, qui là a complètement explosé depuis une dizaine d'années, et on est maintenant à des niveaux records. La quantité de poissons, de cabillaud de cette population-là est très nettement supérieure à ce qu'elle était après la Deuxième Guerre mondiale, qui est une référence parce qu'il n'y a pas eu de pêche pendant 5 ans, donc les stocks avaient beaucoup continué. On est maintenant à plus de 2 millions de tonnes de cabillaud dans cette zone-là, et on en pêche à peu près un peu moins d'1 million par an. 1 million de tonnes, c'est 3 fois plus que la pêche française, toutes espèces confondues. C'est gigantesque. D'accord. Donc arrêter de manger du cabillaud, ça n'a pas de sens. Voilà, mais ça dépend d'où. Et ça dépend d'où. D'où l'importance d'un bon étiquetage quand même. Exactement, et l'étiquetage, il est mauvais, parce qu'aujourd'hui, si votre poissonnier, vous voyez origine Atlantique Nord-Est. Voilà. Bon, et bien avec ça, vous êtes bien avancé, vous ne savez pas s'il vient de mer Baltique. Mer Baltique, c'est marqué. Puis, de toute façon, les morues de mer Baltique, elles sont toutes petites et très maigres, donc il faut mieux pas acheter ça. Le cabillaud, on voit maintenant du dos de cabillaud, mais c'est des trucs énormes. Ça vient forcément de la mer de Barents,
Et voilà, bon, même si ce n'est pas marqué. Est-ce que les quotas, ça fonctionne? Et on voit que ça a effectivement beaucoup augmenté jusque dans les années, début des années 2000, et que ça a par contre beaucoup diminué dans les années 2000, enfin, dans les années 2000 jusqu'à 2010, et on est maintenant à peu près au niveau où on était dans les années 60. Donc il y a vraiment une amélioration très importante des pratiques de pêche, à la fois des pratiques de pêche et des stocks qui sont augmentés, et la biomasse de reproducteurs, la quantité de reproducteurs, qui est quelque chose de très important pour le renouvellement des stocks. On voit que il y a beaucoup plus, il y a un peu d'inertie. Les courbes ne sont pas strictement inverses. On aurait pu y penser. Ça remonte depuis moins longtemps. Ça remonte depuis moins longtemps parce que il faut que le temps que les poissons qui n'ont pas été pêchés puissent grandir et se reproduire. Donc il y a un phénomène d'inertie, mais on est là aussi dans la bonne direction, même si même s'il peut y avoir quelques petits aléas. En tout cas, la situation s'améliore. Encore une fois, elle n'est pas parfaite, mais il y a vraiment une amélioration. Tout le monde a entendu parler de publications disant en 2048, il n'y aura plus de poissons. C'était une extrapolation avec des hypothèses extrêmement fortes que tout le monde a oubliées d'ailleurs. Si on continue comme aujourd'hui, en 2048, il n'y a plus rien. Bon, on voit que ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Et la gestion et les quotas, notamment, les quotas, ça veut dire qu'en fait, on limite la quantité de poissons que peuvent prélever les pêcheurs. Ça a eu un effet très bénéfique à partir du moment où ils ont été à la fois bien établis et bien suivis, et donc bien contrôlés et bien suivis. Et donc le développement d'une approche écosystémique, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que c'est et en quoi ça a permis d'améliorer les choses? Enfin, pour moi, ma définition, c'est concilier conservation et exploitation. On ne peut pas avoir de l'exploitation si on fait n'importe quoi, et puis la conservation pour la conservation, est-ce que c'est vraiment ça qui va nourrir la planète si on arrête de pêcher? Le développement durable, il y a trois piliers, hein. Il y a environnemental, social et économique, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que le social, on l'oublie. Enfin, ce n'est pas trop le sujet d'aujourd'hui, mais c'est quand même très, très, très important. Et l'environnement, c'est pas seulement des réserves, c'est pas seulement... ça peut être des réserves, mais si on fait toute la mer en réserve, on n'a plus de pêche, en tout cas de réserve totale. Il faut concilier exploitation et conservation. Je pense que c'est vraiment ça le fin mot de l'affaire. On l'a vu, les quotas ont permis sensiblement d'améliorer la situation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les pêcheurs, les gouvernements doivent mettre en place pour améliorer la situation, selon vous? Il y a aussi d'autres sources de mortalité qu'on appelle pudiquement naturelles, mais qui sont liées à la pollution, qui sont liées à des prédations par des espèces invasives ou des choses comme ça. Parce que les rivières sont polluées, parce qu'il y a des barrages qui les empêchent de remonter et d'aller frayer, d'aller grandir dans les... ce que ça ferait dans l'autre sens, d'aller grandir dans les rivières. Donc il y a vraiment et les pêcheurs ne trouvent pas normal que... on les oblige, eux, à faire des efforts importants, alors que la pollution des rivières, on ne fait pas grand-chose, enfin, en tout cas pas assez à leurs yeux. Voilà, donc là aussi, il y a des choses à prendre en compte. Les quotas, c'est une chose, ça joue sur la quantité de poissons. Mais il n'y a pas que la quantité qui compte, il y a aussi la qualité. Dans une espèce, on peut pêcher la même quantité avec des petits poissons ou avec des gros poissons. Si on pêche que des petits, on n'aura peut-être pas assez de gros pour se reproduire. Donc il faut éviter de pêcher les trop... Enfin, en tout cas trop petits. Je pense que les pêcheurs ont pris conscience du fait que s'ils ne faisaient pas attention, eux, aujourd'hui, leurs enfants, s'ils veulent faire ce métier-là, ils n'auront pas suffisamment de poissons. Donc il y a vraiment une prise de conscience. Ils s'aperçoivent que, et ça c'est un peu il y a quelques bonnes histoires, success story, comme on dit en anglais, de gestion qui ont porté leurs fruits. Hein. On parlait du thon rouge. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les pêcheurs retirent les fruits des efforts qu'ils ont consentis. Il y a le merlu, par exemple, dans tout l'ouest européen, qui a complètement explosé parce qu'il y a eu des mesures de gestion qui ont été prises de manière très drastique. Hein. Il y a eu des quotas très contraignants, il y a eu des tailles importantes, enfin des tailles minimales, il y a des augmentations de taille de filet, de taille de mailles des filets, etc. Donc il y a vraiment eu des choses, et les pêcheurs, voilà, il n'y a peut-être pas que ça qui a fait que la population de merlu a augmenté, mais en tout cas, ils voient que ça a fonctionné.
la morue de cabillaud de mer de Barents, là aussi, les Norvégiens, qui sont les propriétaires, j'allais dire, de la grosse majorité du stock, ont une gestion qui est extrêmement stricte et sévère aussi, et donc ça porte ses fruits. Vous êtes pour ou contre cette pêche en eau profonde? Je pense qu'on est aujourd'hui, et le Conseil international pour l'exploration de la mer, donc qui fait des diagnostics sur l'ensemble de l'Atlantique Nord-Est, reconnaît que l'exploitation de ces ressources est considérée comme durable, enfin en tout cas à un niveau tout à fait acceptable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a les ressources qu'on connaît et qu'on estime, mais il y a aussi effectivement des ressources qui sont capturées et rejetées. Ce n'est pas propre à la pêche en eau profonde, hein. Dans toutes les pêches, il y a des espèces qui sont ciblées, qui sont commercialisées, qui ont une forte valeur, et puis des espèces qui sont faiblement valorisées, et puis des espèces qui ne sont carrément pas commercialisées, donc qui sont rejetées pour l'instant. Donc ces espèces-là, effectivement, on a peu de connaissances là-dessus. Ce que les scientifiques disent ou pensent, hein, ou disent et commencent à le prouver, c'est que lorsque la mortalité par pêche, lorsque la pression de pêche sur les espèces exploitées baisse, elle baisse aussi sur les espèces accessoires. Donc même si on ne connaît pas exactement leur niveau, on sait que la situation s'améliore. Donc pour moi, on est sur la bonne face de la médaille. Et le troisième volet, ce sont les habitats. Les premiers chaluts qui sont passés dans les eaux à plus de 1000 mètres au large de l'Écosse ont fait des ravages dans les coraux. Ça, personne ne le nie, ni les pêcheurs, ni nous les scientifiques évidemment. Bon, ils sont passés dans des coraux, ils ont cassé leur filet, donc après ils ont essayé de les éviter, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais enfin, en tout cas aujourd'hui, j'allais dire 99,9% des coups de chalut en eau profonde se font dans des eaux qui sont pas, pour lesquelles il n'y a pas de coraux. Donc l'idée en fait de la mission, enfin en tout cas les conclusions de la mission de pêche profonde, qui n'était pas j'étais rapporteur, mais c'était quand même c'est pas moi qui l'ai écrit tout seul. On a quand même entendu plein de gens d'opinions différentes. C'était de renforcer les connaissances, renforcer les mesures de gestion, renforcer les contrôles. Donc tout ça, connaissances, gestion et contrôle, il y a peu de pêches en Europe, en tout cas, qui sont aussi bien suivies, aussi bien contrôlées s'il y a le thon rouge maintenant, mais que la pêche en eau profonde. Donc on n'est plus dans cette situation un peu qui n'était pas gérée, enfin de pêche anarchique, j'allais dire, début des années 90. Les farines de poisson ou les farines végétales, il me semble, posent aussi un certain nombre de problèmes. Quand on élève des poissons, il faut les nourrir et comment les nourrir? Notre problème à nous, j'allais dire nous Européens, c'est qu'on consomme essentiellement des poissons piscivores, donc des poissons qui mangent d'autres poissons. Et cela pour le saumon est le premier exemple évidemment, mais le bar et le rade c'est pareil. Ces poissons-là, pour les nourrir, il faut leur donner du poisson. Enfin en tout cas des oméga 3, qui sont quelque chose qui est indispensable à la croissance des poissons, des oméga 3 qui sont synthétisés par des microalgues, mais qui s'accumulent au fur et à mesure de la chaîne alimentaire. Donc c'est très compliqué de faire de la culture de microalgues à un niveau tel que ça peut directement passer du microalgue à l'aquaculture. Donc on passe par des poissons fourrages, type des anchois, des sardinelles, du sprat, des choses comme ça, qui sont des petits poissons pélagiques qui mangent beaucoup de plancton, donc beaucoup de microalgues, qui concentrent, qui sont après avec lesquels on fait de la farine ou des huiles qui servent à la nourriture des poissons d'élevage. Donc on en revient au problème de la ressource. Oui, c'est ça, on en revient au problème de la ressource et on ne peut pas dire qu'on ne pourra pas, en tout cas pour l'instant, on ne peut pas faire de l'aquaculture sans pêche. Donc c'est un peu le cercle vicieux. Ça serait peut-être utile aussi que le consommateur soit mieux informé pour qu'il sache quel poisson il peut acheter et que les choses soient mieux étiquetées aussi. Alors l'étiquetage c'est indispensable. Les labels c'est utile. Il ne faut pas que ça devienne un diktat. Donc ça rassure le consommateur, ça peut être une plus-value pour
pour le pêcheur, mais ça ne veut pas dire que le poisson de stock non labellisé n'est pas, qu'il faut le bouder ou le boycotter. Ce n'est pas vraiment des labels, mais on parle souvent de Mr. Goodfish, qui est plus au contraire, une incitation à découvrir des espèces un peu exotiques, j'allais dire. Et ça, c'est plutôt une bonne idée. Ça permet pour les pêcheurs de valoriser des espèces qui, jusqu'à présent, étaient peu commercialisées, donc qui avaient plutôt tendance à être rejetées. Donc ça participe à l'amélioration, j'allais dire, globale du système à la fois de production et de consommation.